Bien, ben voilà, alors moi je vais parler plutôt de... Je vais plutôt parler d'histoire, d'émotions, d'humains, mais ça va faire le lien, puisque effectivement on voit bien les problématiques du retail par exemple aujourd'hui. Non seulement on n'est pas encore tout à fait dans la maîtrise des outils, et évidemment pas encore même dans leur implantation, mais on n'est pas non plus dans la maîtrise de la relation. Et les gens qui travaillent aujourd'hui dans le retail, tous secteurs confondus, ont des grosses difficultés à comprendre les gens qui sont en face d'eux et qui s'appelleraient leurs clients. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas travaillé à l'école. Je vais vous montrer ça à travers quelques slides. Enfin, on n'a pas travaillé à l'école, on a travaillé plein de trucs très intéressants, mais pas ça en fait. Et notamment, on n'a pas travaillé sur les émotions, sur notre intelligence émotionnelle. Donc on n'a eu aucun cours d'intelligence émotionnelle, et même il y a encore des gens qui ne savent pas reconnaître les émotions, ne serait-ce que sur ces visuels-là. Les émotions de base que vous connaissez, qui sont six émotions, dont seulement 2 positives en réalité, qui sont la joie et la surprise. Les 4 de base qui sont négatives sont le dégoût, la tristesse, la peur et... Je me souviens plus. Vas-y. Ouais. Tu vois, c'est là où on alors, par rapport à une IA. Donc, le dégoût. Et donc, finalement, l'émotion, qu'est-ce que c'est? L'émotion, c'est en fait, ce sont d'abord des signaux qui traversent notre corps. Donc, c'est de l'électricité. Alors, les Anglais disent energy in motion, donc de façon assez facile, ce sont des courants électriques qui parcourent notre corps et qui remontent jusqu'à notre cerveau et notre cœur aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on perçoit qu'il se passe quelque chose. Et donc, après ça, il y a notre cerveau qui se met en route et qui analyse ces signaux et qui nous donne plus ou moins conscience que nous sommes en train de ressentir les choses. Donc c'est pour ça que quand vous faites une prise de parole, vous êtes angoissé, que c'est pour ça que vous transpirez, c'est pour ça que vous rougissez, c'est pour ça que vous avez, quand vous écoutez un morceau de musique, les cheveux qui se dressent ou les poils qui se dressent sur vos bras, etc. Tout ça étant de l'énergie et de l'électricité qui vous parcourt et qui vous indique qu'il se passe quelque chose. Et ça, on n'a pas eu besoin d'aller à l'école en fait, puisque c'est propre à chacun d'entre nous, c'est l'être humain qui vit les réactions avec l'extérieur ou avec l'intérieur, donc ça peut être ses propres pensées qui génèrent également ces émotions-là. Donc si vous pensez fortement à quelque chose, vous pouvez être triste et ressentir cette tristesse, ou au contraire, vous pouvez être joyeux, ça dépend comment vous orientez votre cerveau. Donc ça marche dans les 2 sens. Et donc à l'école, quand vous étiez petit, vous appreniez plus vite qu'aujourd'hui. Vous avez remarqué ça, et en fait, c'est parce que vous vous amusiez. Donc on sait que quand vous aviez des émotions positives, les notions qu'on essayait de vous apprendre s'inscrivaient dans votre mémoire. Pour ceux qui ont eu des difficultés dans l'apprentissage, finalement, c'est parce que vous avez vécu l'apprentissage comme quelque chose de négatif. Soit parce que la maîtresse ou le maître d'école ne vous plaisait pas, soit parce que vous aviez déjà la pression de vos parents qui pensaient que vous alliez devenir polytechnicien dès l'âge de 3 ans. Et donc forcément, vous étiez stressé et quelquefois, ce n'était pas aussi amusant d'apprendre. Et puis, ce que vous savez aussi, c'est que quand vous étiez petit, vous aviez un énorme talent créatif. Alors là, je ne l'ai pas remis, mais il y a une étude de la NASA qui montre que quand on a moins de 18 mois, enfin de 3 ans en tout cas, on est au top de la créativité, puis ça décline. Et on arrive à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge moyen de 35 ans, on arrive à environ 5% de la population qui reste un peu créative. Ouais. Donc c'est donc en fait au départ, on a une énorme liberté d'intelligence et une énorme ouverture pour capter tous les signaux qui vont vers nous, et puis on en tire des enseignements, donc on apprend. Alors, je voulais vous montrer aussi 2-3 choses par rapport à ce qu'a dit Vincent ou ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure. C'est notamment l'idée que forcément le texte, c'est ce qui traduit le moins bien nos émotions.
On a beaucoup de difficultés à décoder l'intensité et même la nature de l'émotion dans le texte. La machine a du mal, mais nous aussi, en fait. Hein, on n'est pas très bon là-dessus. Pourquoi? Rappelez-vous, en fait, vous avez appris à écrire et à lire seulement à partir de, pour les meilleurs, 3-4 ans, et puis les autres, logiquement, 5-6 ans. Alors que vous étiez capable de reconnaître les émotions sur le visage des gens qui étaient autour de vous, on va dire à partir de 3 mois, hein. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, avant 3 mois, en fait, vous ne reconnaissez rien du tout, parce que votre vue ne dépasse pas 30 cm. Donc arrêtez de sourire bêtement à des nourrissons, hein, parce qu'en toute façon, ils ne vous voient pas, donc ça n'a aucun intérêt. Mais petit à petit, vous avez appris par la vue, puis ensuite, vous avez appris aussi par le système auditif, et donc vous avez reconnu l'intensité de la voix, l'émotion dans la voix, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se dirige vers la voix, c'est parce que dans la voix, en tout cas, on a beaucoup plus de facilité à trouver un sens émotionnel, à une intention et à un moment de frustration, de colère, etc. Donc c'est logique en fait, hein. Le texte, c'est ce qui transmet le moins bien notre émotion. Alors, ce qui transmet le mieux nos émotions, finalement, c'est notre cerveau, mais à travers un autre sens, qui est finalement la vue. Puisque c'est le sens qu'on a utilisé tout au début, hein, et donc, quand vous regardez une toile ici contemporaine, vous avez, ou non, hein, ça dépend, une perception des choses, et en fait, c'est uniquement émotionnel, hein, ce qui se passe dans votre tête. Et donc, la compréhension ou l'interprétation que vous faites de ce tableau de Kandinsky, ici, ça n'est que par rapport, finalement, à l'émotion qu'il procure. Et donc, ça, c'est assez intéressant de voir qu'on a une perception émotionnelle des choses qui devient une interprétation, et que chacun, ici, a une interprétation, évidemment, différente. Alors, bon, on a parlé de contexte tout à l'heure, mais on a aussi, bien sûr, intérêt à parler de culture, hein, puisque selon la culture de chacun, eh bien, on trouve ça moche, ou beau, ou inspirant, ou intergalactique, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, l'humain, il a tout ça, en fait. Hein. Donc, c'est évidemment une machine, si on devrait dire ça, bien supérieure aux machines que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il a tous ces systèmes-là embarqués, pour parler technologie alors que je n'y connais rien, et en fait, ça lui permet de décoder finalement tout ce qui se passe autour de lui. Et donc, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin du langage pour se comprendre. Donc, évidemment, le langage devrait faciliter notre compréhension, et ce n'est pas toujours le cas. Je vous montre une expérience que vous connaissez peut-être. Tengok mata Mak. Tengok mata. Empat minit lama. Takutlah. Gigi pun hilang.
You know, when Keza got sick, right? Me. When you got sick. Yeah, then it was very difficult. I just didn't want you to go, and I was very scared. Thank you, Jie, for looking after Dad. Okay, you are everything to him. I miss this, you know. Kau mini. It's very important to me. Emotional. Well, very rarely we have this opportunity to stand side by side. So actually it's quite a very emotional moment because, you know, something that you want to treasure sometimes. You feel like she loves me. Because at home she'll be like always scolding me. That's love. Yeah. You see my husband become old, I'm very happy with him lah. I still love her because still young now. He's still young. Irritating. So many years we never look into each other's eyes. You've never done this before. We used to talk, but not for so long. I decided to give her a hug, which I had never done it before for a long time. Oftentimes, you know, when he sleeps, I pray over him. Just one thing that I can do as a mother. Yeah. It's during this moment that I realized that, oh, you know, like my father has actually aged a lot. So I feel that, you know, we should really spend more time with our loved ones before they just leave, you see. I can see that she cares for me very much. She loves me very much. And I think that's the most important thing. Voilà, c'était pour vous montrer la puissance de notre intelligence émotionnelle, en fait. Donc là, sans se parler, les gens rentrent en connexion. Et donc on peut faire cette expérience, elle a été refaite dans différentes situations, y compris avec des gens qui ne parlent pas la même langue, et ils arrivent à se comprendre quand même, en fait. Simplement en se regardant dans les yeux. Donc en fait, ce qui se passe entre nous, c'est cette connexion. Et donc de temps en temps, je vais voir des gens pour leur dire la première chose que tu dois faire face à un client, c'est de le regarder dans les yeux parce que ça te permet de comprendre ce qu'il ressent en fait. Donc forcément, c'est compliqué. Si vous vous promenez dans le retail, vous verrez qu'il y a quand même énormément de gens dans les magasins ou dans les agences de banque, assurance et autres où en fait on ne vous regarde pas. Et donc si on ne vous regarde pas, on ne vous comprend pas. Et notre cerveau humain est fait de telle façon qu'en fait, on reçoit le signal de quelqu'un qui ne nous regarde pas, qu'il ne peut pas nous comprendre. Or, on disait tout à l'heure, hein, l'expérience client, le plus irritant dans l'expérience client, c'est la sensation de ne pas être compris. On reviendra sur l'idée d'être écouté, etc. Mais ne pas être compris, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc ça nous demande finalement de comprendre comment ça marche. La première chose, évidemment, la première intention de n'importe quel être humain face à un autre être humain, c'est de se connecter. Se connecter pour commencer la conversation. Donc là, on est effectivement dans le premier moment où si j'utilisais un bot, le premier signal que doit envoyer le bot, c'est de comprendre effectivement mon intention, mon état émotionnel et de me montrer qu'il me comprend et qu'il est connecté. Parce que là, maintenant, on va pouvoir rebondir dans la conversation.
Et c'est ce qu'on fait entre nous, en fait. Hein. Entre nous, on pense qu'on a un bon feeling ou un mauvais feeling avec une personne qu'on ne connaît pas. Et suivant ce premier instant de perception émotionnelle, finalement, on va déclencher une conversation, ça va bien se passer, ou bien on ne va pas déclencher de conversation et on va rester distant. Donc ça, c'est vraiment l'étincelle de la conversation, le rebond, ça vient de ce premier moment où on est connecté. Et donc quand vous êtes face à des gens, la première chose, c'est essayer de créer cette connexion. Donc là, par exemple, c'est difficile parce qu'en contre-jour, j'ai hyper du mal parce qu'il y a trop de soleil. Mais vous voyez l'idée, enfin, vous arrivez peut-être à me regarder, pour moi, c'est plus difficile. Du coup, je ne sais pas trop dans quel état émotionnel vous êtes. Ce qui me fait dire finalement que... J'ai mis cette image parce que je pense qu'elle crée une émotion, vous voyez, non, enfin, pas pour tout le monde, mais pour certains, oui. Grégory m'a confirmé tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, c'était pas moi. Pardon de... Ah, peut-être, ouais. Et c'est l'idée, en fait, pour moi, que quelque part, on marche sur la tête. Donc j'ai l'impression que, bien sûr, il faut développer nos technologies, bien sûr, il faut aider les gens dans les expériences clients, parce que forcément, mettre un humain en face de chaque humain, et c'est déjà difficile, et ça va être de plus en plus difficile, mais néanmoins, il faudrait aussi réapprendre aux humains à se parler et à se comprendre. Et je pense que c'est ça, enfin pour moi en tout cas, c'est une grande priorité et la grande difficulté des gens qui sont dans le retail et qui pensent que c'est parce que, évidemment, il y a Internet et aujourd'hui tout le monde voudrait acheter chez Amazon, alors que si on regarde le score du e-commerce en France, on est en moyenne à 15% et encore, j'ai lu il n'y a pas longtemps que le Printemps investissait je ne sais combien de millions d'euros pour essayer de passer de moins de 10% aujourd'hui de leur business en e-commerce à quelque chose qui serait plutôt proche de 15 à 20%. Donc on est très loin de ça. On a besoin des humains, on a envie de les rencontrer, à condition qu'ils soient performants. Parce que sinon, ils vont être effectivement remplacés par une intelligence qui, pour l'instant, serait artificielle, mais qui va devenir de plus en plus humaine, quelque part, dans sa façon de se connecter, de comprendre l'autre. Et il y a un moment où c'est inquiétant, c'est le moment où, en fait, l'humain va devenir moins performant que la machine, parce que là, il va perdre toute légitimité. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, et moi je m'efforce aussi de mon côté de sensibiliser sur l'idée de travailler l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle de l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient au contact des clients ou qu'ils soient au contact des autres collaborateurs. D'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Alors, juste pour vous montrer ce que les gens disent, en fait, hein, les gens qui sont les clients, c'est-à-dire nous, en fait, hein, puisque nous aussi, nous sommes des clients, vous voyez bien, il y a l'idée centrale, en fait... Quand j'ai un service client, je m'amuse avec le client à le balader d'un truc à l'autre, donc taper 3, taper 4, etc. Je n'écoute pas ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des schémas et je ne suis pas dans l'écoute, je ne suis pas dans l'écoute active. Hein. Alors les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Hein. L'écoute active, c'est ce qui me permet de me concentrer sur ce que dit l'autre et non pas sur ce que je vais dire après. Hein. Donc en fait, ça déclenche d'autres ouvertures, alors que quand je suis dans une écoute scénarisée, je me dis « Tiens, bonjour, je suis Patrice Lebignat, IFOR Brands » et l'autre me dit « Bonjour, je suis Jean-Luc Marini, Axis Consultant ». Mais dans ce schéma-là, il n'a pas écouté ce que j'ai dit et bien souvent, à la fin de la conversation, il ne sait plus comment je m'appelle. Bon, ça ne marche pas avec Jean-Luc parce qu'on se connaît, mais ça marche avec d'autres. Ça vous est déjà arrivé? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un en face de vous qui se présente et une fois que vous avez dit 4 phrases, vous vous dites « mais en fait, je me rappelle, comment il s'appelle déjà ?» Bon, ça parce qu'on n'est pas dans l'écoute active. Bon, le fait de ne pas le comprendre, et puis évidemment, un des trucs que les clients n'aiment pas, c'est qu'on le fasse travailler. Bon, l'être humain étant feignant, il préfère que les autres travaillent à sa place. Et donc, vous voyez ça dans le retail systématiquement. Malheureusement, on n'a pas encore appris aux gens à arrêter de dire ah, « c'est par là en fait hein. ». Tiens, tu citais un exemple pour Decathlon. Quand j'ai travaillé pour eux, je me suis amusé à voir ce qui se passait dans leur magasin. Il y avait des gens qui faisaient le sémaphore en disant « et alors, c'est par là, c'est par là ». Ils ne bougeaient pas en fait, hein. C'était des agents de circulation. Et il y a des gens qui disaient « c'est à l'avant du magasin ».
Et là, je suis allé les voir, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est l'avant du magasin? Parce que c'est quoi? C'est un bateau? C'est une voiture? Ou... Parce que je ne comprends pas, moi, l'avant, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Quand je suis perdu dans le magasin, je ne sais même pas où est la sortie. Donc, comment je peux savoir où est l'avant? Donc, des choses comme ça qui sont dans du langage qu'on ne comprend pas. Alors, bien sûr, on est dans cette idée que le robot va faire mieux parce que lui, il aura effectivement bien tous les textes qui iront en face de tous les scénarios, il aura compris notre intention, et donc il va remplacer l'humain. Donc là, évidemment, on est dans ce délire de la peur que nous avons des robots, et je voudrais provoquer une émotion chez vous. Et donc, vous connaissez ce chroniqueur qui s'appelle Tanguy Pastureau, qui est assez... politiquement incorrect, border, etc. Mais dans cet extrait qui parle assez bien de ce que c'est qu'un robot, en fait. Il maltraite l'information, c'est Tanguy Pastureau, il est là. Donc on dit souvent, Tanguy Pastureau, que les robots vont nous remplacer dans tous les domaines. Oui. Eh ben, pas toujours. Et non, c'est un fantasme, Nagui. Vous ne serez pas remplacé demain par un robot. Aux grandes dames de Laurence Bloch, boss de cette radio, qui économiserait en charge salariale et qui, quand vous lui proposez un café, vous direz oui, oui, ta gueule, avant de vous remettre un petit coup d'huile de vidange dans la jointure. Les robots, à l'heure actuelle, sont des cons, à un point tel qu'Énergie 12 en a commandé 10. Exemple, à Édimbourg, en Écosse, un hypermarché avait pris un robot. Tout rigolo avec ses petits yeux. Enfin, c'est aussi mignon qu'un enfant, mais moins intéressant puisqu'on ne touche pas la prime de rentrée scolaire. Ils l'ont appelé Fabio. Fabio le robot. Plus les machines sont sophistiquées, plus on a envie de leur donner un prénom. Personne en 87 n'a montré son Minitel à un pote en disant Jean-Marc, je te présente Gisèle le Minitel. Gisèle, c'est Jean-Marc. Tout en pensant, est-ce que je dis à Jean-Marc que dans le tiroir de la commode de la chambre, j'ai aussi Bernard le canard? Non, on ne donne de prénom qu'à des appareils qui nous ressemblent. Par exemple, David Douillet a appelé Nathalie une compacteuse de métaux qu'il a croisée dans une casse auto. Donc les types du supermarché ont chargé Fabio de renseigner la clientèle, la tâche basique. Le client demande où sont les pâtes premier prix, on lui dit il n'y en a plus et on le renvoie sur les pâtes fraîches du fabricant polonais qui s'est appelé Marcello Boboloni traiteur pour faire genre et qui vend le paquet 14,30 €. Et ben même ça, cette buse de Fabio, qui a la capacité de réflexion d'un sèche-linge, chez les robots c'est comme Nabila chez nous, a été infoutu de le faire. Exemple, dit France Info qui relaie la nouvelle, si des gens lui demandaient où sont les bières, ce qui est le cas en Grande-Bretagne de 11 clients sur 10, le robot, au lieu de répondre left, left, right, ok, this is the rayon des poivreaux, disait la bière est au rayon alcool. Ce qui paraît évident. La bière, c'est rayon alcool, puis le test de grossesse 48 heures plus tard, c'est rayon parapharmacie. Donc là, le patron du supermarché s'est dit Fabio le robot est nul. On aurait dû prendre Irène la roumaine. Elle bossait au même prix, elle savait, elle, où est la bière. Parce que pour tenir 23 heures sur 24 à bosser, il faut teaser. Donc il a mis Fabio à un autre poste. On l'a chargé de distribuer des échantillons de produits. Mais là aussi, échec. Fabio donnait des pastilles pour le lave-vaisselle aux enfants en disant bon appétit. Après, ils avaient les mêmes dents que Vincent Cerruti quand il annonce qu'aucun pauvre a empoché le pactole du loto. Bon, et en plus, donc, ce Fabio le robot travaillait plus lentement que n'importe quel humain. Oui, en 15 minutes. Là où un être humain distribue 12 échantillons, ou Cyril Hanouna 416 tout en s'accrochant au plafond en bavant avec la tête qui tourne, Fabio n'en a distribué que 2. La faute aux clients qui l'ont évité. Voilà, un robot qui vous tend une tartine de rillettes, vous vous dites il y a un piège, il a planqué un boulon dedans. Alors que sur la caravane du Tour de France, quand les filles du char cochonou jettent des saucisses, on est tous là à hurler « Ah oui, donne-la moi, Maloute !» Parce qu'il y a un rapport humain et que c'est ça qu'on recherche. Nous ne sommes que des êtres éparpillés qui, à travers les autres, cherchent une place dans le grand tout. À part François Bayrou qui préfère être seul et qui pour ça a créé le modem. Enfin, dernier problème pour Fabio, le bruit du magasin. Nous, on est habitués à entendre à la caisse des gosses hurler « Je veux des bonbons pèse » et des grands-mères hurler « Je veux le magazine télé », il y a Nagui en couverture. Ah, quand je le vois, j'ai les mêmes papillons dans le bide que quand j'ai rencontré Gunther en 41, cet officier si gentil. Mais Fabio, le robot, le bruit ambiant, ça le perturbe. Il n'a pas réussi à distinguer les conversations entre clients des demandes qui lui étaient faites. Quand un type disait à sa femme «
je t'aime, il répondait moi aussi mon canari, prends-moi dans les laitues. Par contre, si quelqu'un lui disait bonjour Fabio, où sont les chips, il se taisait. Hein, l'autre disait je sais pas, Zinedine Zidane, Carla Bruni, et jamais il ne trouvait les chips. Ce qui fait que pour la première fois de l'histoire de la Grande-Bretagne, un individu a eu une digestion normale. Donc le constat est là, Fabio le robot est lent, pas fut-fut, il répond à côté, il est comme nous. Si bien que le directeur de l'Hyper l'a licencié. Et avec un robot, c'est presque aussi simple de le faire qu'avec un salarié français après réforme du code de travail par Macron. On le met sur off, on le remet dans sa boîte, on le brade sur le bon coin en écrivant « Super robot, le top de la technologie, fait tout aussi bien qu'un ouvrier asiatique sans les odeurs de bouffe ». Et un autre idiot se retrouve avec. Tout ça pour dire qu'on est là à se faire peur avec l'intelligence artificielle, alors que les robots n'arrivent pas à vendre des chips. Hein, donc Terminator, c'est pas pour tout de suite. Dans la vraie vie, Sarah Connor, elle galère au Franprix à essayer de trouver les cubes de bouillon de volaille. Bref, Nagui, vous êtes là pour encore un bout de temps. Je suis désolé pour vous et pour France Inter qui raque en charge salariale. Voilà, c'est ça la vision des robots. Hein, c'est plus amusant comme ça. Alors, en fait, ce qui manque pour l'instant, évidemment, ce que nous avons, enfin, un gros avantage pour l'instant, en tout cas sur les machines, c'est notre capacité à être créatif. Et notamment, on vient de le voir, à donner un sens rigolo aux mots que nous utilisons tous les jours. Et en fait, ce qui se passe ici, dans l'analyse, par exemple, ici, des commentaires qu'on aurait fait sur une tâche quelconque, on voit bien que finalement, il y a d'abord, face à une situation nouvelle, un sentiment, un ressenti d'appréhension, et puis donc c'est une menace ou c'est un défi, et ça dépend de chacun d'entre nous. Face à n'importe quelle situation, notre cerveau fonctionne en fonction de ça. Donc soit vous percevez les choses comme une menace, soit vous vous dites c'est un challenge. Et face à ça, vous cherchez ou bien à éviter la situation, ou bien finalement à résoudre le problème. Donc vous voyez que les chercheurs sont des gens qui sont orientés vers cette idée que n'importe quelle situation est un défi et dont je dois trouver une solution. Et au contraire, il y a une partie de la population qui, face à une situation nouvelle, a toujours peur et donc se dit comment je vais éviter ça. Et en fait, on voit bien que dans le processus cognitif, il y a la part émotionnelle qui rentre en ligne de compte, qui fait que si on arrive à charger des émotions positives au moment de l'analyse, on va être plutôt créatif. Et si... Oula, c'est moi qui ai... Oui, j'aurais pas dû le tout... Pardon, merci. Et donc, si au contraire on est dans un système émotionnel négatif, eh bien on va avoir une restriction de notre champ de recherche dans notre cerveau, on va se fermer et donc on va devenir finalement routinier, on va trouver la porte de sortie la plus proche et on va éviter d'être créatif. Donc même dans notre réflexion, c'est-à-dire même dans notre capacité d'analyse, dans ce qu'on appelle notre intelligence rationnelle, le process est perturbé par nos émotions. Quand on est positif, on a des réponses, on trouve des réponses à n'importe quel défi. Quand on est négatif, au contraire, on ne trouve pas de réponse et on est un petit peu figé ou bien on essaye de fuir. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est essentiel pour avancer, c'est essentiel pour faire avancer bien sûr l'expérience client. Il faut l'apprendre aux humains, bizarrement, hein, c'est étonnant parce que c'est en nous, donc on devrait l'avoir. Et il faut aussi tenter de l'apprendre aux machines, donc c'est pour ça que maintenant on essaye d'avoir de la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions, avant de commencer la conversation, pour justement trouver la bonne réponse, le bon scénario, la bonne solution, contextualisée, évidemment adaptée à la personne. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de, non pas de personnalisation, mais de réelle compréhension entre celui qui interagit avec la machine et la machine. Alors, oui, je voulais vous poser cette question. Tiens, je vais dans le mauvais sens. Je peux revenir en arrière, tac. Je voulais vous poser cette question sur un exemple très très simple de créativité. Je m'amuse de temps en temps à faire ça. Vous imaginez 4 boîtes, donc vous avez 4 boîtes ici, 4 cases. Donc vous pouvez faire ce jeu avec qui vous voulez, vous verrez, c'est assez enrichissant. Et vous avez 4 billes. Vous voyez, donc à l'école primaire, vous avez commencé à compter comme ça avec des billes, vous vous souvenez. Et alors vous dites aux gens, vous allez ranger les 4 billes dans les 4 cases.
et vous verrez la différence de perception de la situation et de la créativité des gens. Vous avez souvent ça comme réponse qui montre que vous êtes extrêmement rationnel puisque vous dites une bille, une case, comme ça, 4 et 4, normalement, ça doit le faire. Hein, donc, quand vous vous amusez à faire ça avec des gens qui ont un champ de vision qui est assez droit et assez limité, au sens peu créatif, et qui sont dans l'idée que vous leur avez posé un problème difficile à résoudre, donc ça dépend comment on le présente. Donc je m'amuse à le présenter de façon un peu stressante pour voir ce que ça donne. Et quand les gens sont réellement stressés, évidemment, ils ont entendu qu'il fallait ranger une bille par case. Ce que je n'ai absolument pas dit, mais leur cerveau a traduit l'information de cette façon-là. Et donc ils sont tous fiers de me rendre ça comme résultat. Et puis, il y en a un qui se dit, bon, il est quand même un peu emmerdant avec ces questions, alors moi aussi, je vais être un peu malin, alors je vais répondre ça, ou alors ça. Bon, là, on est déjà dans l'extrême créativité. Alors là, c'est celui qui est rebelle, hein, qui se dit, non, moi, je... Ou alors qui est dans l'optimisation des cases, en se disant, 4 billes dans une case, ça rentre bien, donc pourquoi je les mettrais dans les autres? Alors, il y a toutes les interprétations imaginables que vous pouvez faire là-dessus. Sur un tout petit exercice, vous voyez exactement comment les gens fonctionnent avec leur cerveau et quel est leur niveau et leur état émotionnel. Plus ils sont créatifs, plus ils vont chercher des solutions bizarres, plus ils sont au contraire dans l'idée d'être rationnels et intelligents, plus ils vont vous montrer qu'ils savent ranger une bille par case. Donc vous voyez que les réponses sont différentes en fonction de ce que vous voulez transmettre comme émotion. Voilà, donc la différence aujourd'hui encore entre l'intelligence artificielle et émotionnelle, c'est justement l'émotion, enfin la capacité à créer la relation, et c'est aussi ce qu'on en fait, hein, parce qu'il faut quand même se dire que c'est nous qui contrôlons notre cerveau. Enfin, si vous faites un peu des efforts là-dessus, c'est à vous d'entraîner votre cerveau, par exemple, à être créatif. Donc à refuser systématiquement la réponse la plus basique que votre cerveau vous fournit naturellement. Hein, votre cerveau consomme beaucoup d'énergie, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans nos organes humains, et donc par conséquent il a tendance à vouloir économiser. Donc quand il trouve une réponse simple, il vous la donne. Et vous verrez que ça vous arrivera sur ce genre de questions, et donc pour trouver une réponse créative, il faut faire un petit effort. Il faut dire à votre cerveau, non mais ça c'est un peu trop basique, cherche encore. Vous voyez, donc le parallèle avec l'intelligence artificielle, pour moi, il se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que la limite qu'on a aujourd'hui, c'est que pour apprendre à une machine, on apprend les réponses les plus simples, les plus évidentes. Et on voit bien avec Vincent, si on veut aller au-delà, il faut commencer à apprendre à la machine à aller chercher d'autres solutions. Hein, on a longtemps parlé du joueur de Go qui a été battu par la machine, mais en fait, il a été battu parce que dans la machine, on a mis l'idée que tu pourrais aller chercher des solutions que l'autre ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'on gagne. C'est toute la stratégie, en fait. Hein. Même si on réfléchit en termes économiques, une entreprise aujourd'hui, c'est une entreprise qui va aller chercher d'autres idées ailleurs que sur son marché. C'est-à-dire celle qui va trouver la bonne idée que les autres n'ont pas encore eue. Donc c'est la même chose que ça. Ou bien vous allez continuer de ranger une bille par case, ou bien vous allez essayer d'aller plus loin. Et on en est là, je pense, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on en est déjà à ranger une bille par case. Mais on s'interroge et on voit bien que si on veut être pertinent, il va falloir aller chercher autre chose. Voilà, donc nous, les humains, on a su le faire. C'est pour ça que pour l'instant, on a encore beaucoup d'avance. Hein. Notre cerveau est capable de faire plein de choses. Et on a su le faire parce qu'on s'est amusé. C'est-à-dire que, je vous rappelle, on avait 2 émotions sympas, et on les a toujours. On n'en a que 2, c'est la joie et la surprise. Et donc, quand on était enfant, on était surpris, émerveillé par tout ce qu'on rencontrait. Et puis, on était quand même très joyeux parce qu'on avait le droit, en fait. Hein. Et puis, petit à petit, on est devenus des gens sérieux. Mais bon, là, j'ai essayé de vous faire rire. Enfin, en tout cas, Tanguy a réussi. Donc je vous rappelle que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.